Est-ce qu'on peut dire que la République, c'est l'inversion des valeurs, c'est les francs-macs et, si je puis dire, l'antéchrist? Je vais d'abord dire ami croisé bonjour, parce que Bien sûr, bah oui. c'est ma formule, je suis fameux désolé, ami croisé. mais voilà, on peut le dire, on va le développer, hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Révolution des Illuminés, qui est aux éditions Décime, c'est pas celui dont je vais vous parler ce soir, mais qui est effectivement sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution dite française, je dis bien dite française, et qui n'a pas été faite par le peuple, voilà. Il y a déjà le scandale, si vous voulez, que je dénonce, et j'ai écrit aussi un autre livre qui je montrerai, qui s'appelle Pour une révision totale de l'histoire, dans laquelle je rétablis les faits historiques que j'ai pu... Ah bah si, le livre est même là, la technique est formidable. Tout de suite, voilà, le réalisateur. Formidable, merci. Donc, si vous voulez, aussi la révision, tout ce qu'on enseigne est faux. Donc déjà, c'est la première chose. Et vous avez employé un mot qui est très important, c'est le mot inversion. C'est-à-dire que mes livres, j'explique livre après livre, et il y en a quand même une quinzaine maintenant, selon les périodes historiques, pour montrer que le vocabulaire est l'envers de ce qu'il veut dire. Il y a un vocabulaire chrétien, donc le christianisme a apporté la liberté et la raison, et les temps modernes, donc, sont diaboliques, et les philosophes ont inversé le vocabulaire. Donc en fait, les mots sont employés à l'envers. Bon. Alors ça, c'est de la théorie. Mais déjà à l'époque des Lumières. Voilà, à l'époque que j'appelle les ténèbres. Évidemment, j'ai un livre qui s'appelle Le siècle des ténèbres, parce que moi, je rétablis les choses à l'endroit. L'un des pires philosophes modernes, qui est Hegel, j'ai un livre qui sortira bientôt sur lui, a dit la philosophie moderne, en tout cas, c'est le monde vu à l'envers. Donc, on marche sur la tête au café du commerce, mais aujourd'hui, le langage est à l'envers. Un exemple très simple, au nom de la démocratie et de la liberté, on nous emmène vers une dictature mondiale. Donc, il y a quelque part un vice de vocabulaire. Voilà. Voilà le thème que je veux développer. Et la deuxième chose que l'on peut dire, puisque là, nous sommes juste après Pâques, c'est que il y a un événement... Alors, je vais parler de religion, je vais parler de temps ancien, mais je suis tout le temps dans l'actualité, parce que l'actualité confirme totalement toutes les analyses, malheureusement, que j'ai faites déjà depuis une trentaine d'années. Si vous voulez, nous sommes tout le temps en référence au temps ancien dans l'actualité. Voilà. Malheureusement, la Révolution a ouvert une ère moderne qui peut très mal se terminer. Donc il y a un risque de violence. C'est-à-dire que par exemple, les conséquences que nous vivons en 2026 viennent déjà de la Révolution. Viennent de la Révolution, et la Révolution, les désastres occasionnés par la Révolution, donc justement qui n'est pas faite par le peuple, hein, ça il faut bien le savoir, notamment la fameuse prise de la Bastille, hein, ça c'est une invention de Michelet, le peuple assiste en badaud à la boucherie. Voilà, j'ai raconté ça dans le livre, comment ça se passe. Je ne suis pas le premier d'ailleurs à rétablir ça simplement. Je vulgarise d'autres historiens. Ce sont des groupes de mercenaires payés par l'Angleterre et dirigés par des francs-maçons qui prennent la Bastille, qui ne la prennent pas vraiment puisque Launay avait ouvert les portes, et qui tuent. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Les événements se déroulent toujours de façon extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, Launay reçoit les membres de la commune, hein, qui sont tous francs-maçons, il déjeune, et 3 heures après, on lui coupe la tête. Et on trimballe la tête dans Paris, et le peuple est effrayé. Et pendant toute la Révolution dite française, vous avez 1 million de morts, alors qu'il y a à peu près 28 millions d'habitants, ce qui illustre justement le livre dont on va parler sur la crise sacrificielle, et vous avez 1 million, bon, il y a 400 000 à peu près à la guerre, mais vous avez 600 000 personnes assassinées, tuées par la République, parce qu'ils sont catholiques. Donc on est vraiment, non pas dans un conflit politique, mais dans une guerre de religion. Mon premier livre, qui a 30 ans... C'est quoi, c'est le catholicisme contre qui ? C'est les francs-maçons contre le catholicisme. Faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est les francs-maçons pour vous ? Alors on va développer tout ça. Je voudrais parler un petit peu de... Mais avant de parler de tout ça, puisque vous avez fait cette introduction... Oui, et puis je voudrais parler des amis d'Alain Pascal, parce que... vous inquiétez pas. Voilà. Non, je ne m'inquiète pas, mais c'est important. On peut ? Bien sûr. Je vous oblige pas. Bien sûr. Parce qu'après, on va partir dans les... Voilà, les amis d'Alain Pascal. Ce samedi, regardez, c'est à l'écran aussi. C'est la 8e édition. Alors, je réunis des auteurs, parce que notre milieu a tendance à vivre chacun dans sa petite chapelle, si je peux m'exprimer ainsi. Et moi, depuis 8 ans, je réunis des auteurs, et l'entrée est gratuite, et évidemment, tout le monde est bienvenu.
Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'ils ont écrit, mais nous avons quand même le Christ qui nous rassemble. La France, et je dis ça même aux non-chrétiens, la France a été libre et a été une grande nation parce qu'elle a été chrétienne, et aujourd'hui, elle est punie parce qu'elle n'est plus chrétienne. Notre malheur vient de l'abandon du christianisme, c'est un thème qu'on développera. Et donc tous les auteurs qui sont là sont des auteurs qui sont pour la plupart des historiens, sont des livres de fond, et je les apprécie, donc je les réunis depuis quelques années. Je vais les citer très brièvement, parce que on va parler de moi. Bon, par ordre alphabétique, Adrien Abosi, qui a écrit un livre que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Le Roi, le Dauphin et le Connétable, sur l'histoire de Vichy. Et c'est un livre d'historien. Ne vous inquiétez pas, on les connaît tous, parce que même la plupart, certains d'entre eux écrivent bien sûr. Pour la revue de notre ami François-Xavier Consoli. Voilà. Et comme il ne nous reste qu'une heure et demie, on va montrer, ne vous inquiétez pas, on va montrer à chaque fois l'annonce. D'accord. Mais il n'y a pas besoin de dire qui est-ce qu'ils ont écrit, parce qu'après vous avez perdu du temps pour pouvoir dire des choses. Je vais être très bref. Donc Abosi, François-Xavier Consoli, le titre simplement La République contre la France. Donc, et c'est un jeune historien. On a reçu aussi pour ce livre. Vous l'avez reçu. Sylvain Durin. Alors, c'est pas René Girard que je connais Sylvain Durin, donc c'est pour ça que j'insisterai. Et il a écrit justement un livre qui s'appelle René Girard, du désir à la violence. Et si vous voulez, c'est une très bonne introduction pour les gens qui ne connaissent pas Girard. Voilà. Parce que Girard, je veux beaucoup en parler. Pierre Hillard, alors ça, je ne veux pas le présenter, c'est pas la peine. Il est là, je crois que le troisième temple, il est là souvent. Philippe Pichon. Alors, Philippe Pichon, là, c'est la petite exception. Il a écrit Les Hussards, c'est-à-dire qu'il a rendu hommage aux écrivains qui s'appelaient les Hussards il y a une quarantaine d'années. Je ne les citerai pas, et il écrit très bien, et c'est une très bonne critique, une introduction littéraire. Puis moi, j'en ai connu quelques-uns, alors ça me faisait plaisir de l'inviter. Donc, bienvenue à Philippe Pichon, c'est la première fois qu'il vient. Jean-Noël Toubon, qui a écrit, comme moi d'ailleurs, pour dénoncer le mythe cathare, tout ce qu'on a pu inventer sur les cathares, qui rétablit la vie de Saint-Louis, etc. Il y en a quelques d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Stanislas Berton, qui n'est pas sur l'affiche, mais qui était là l'année dernière, et qui évidemment, lui, comment on peut dire, importe beaucoup d'articles aussi qui viennent des États-Unis, parce qu'on va parler des États-Unis. John Williamson, qui a écrit sur l'île Maurice. Alors, ce livre est très intéressant parce qu'en fait, il démontre comment le mondialisme va jusqu'à l'île Maurice. C'est-à-dire comment on détruit encore un endroit qu'on pourrait croire paradisiaque pour des cérémonies quasiment diaboliques. Et puis le père Jean-Dominique, qui est un dominicain, qui a écrit des livres sur la philosophie, qui sont absolument extraordinaires, dont celui qui m'a le plus intéressé depuis longtemps, et il en a écrit d'autres depuis, c'est Le Soupir de Pilate. C'est cette fameuse phrase de Pilate, n'est-ce pas, il ne sait pas. Allez, les amis d'Alain Pascal, samedi 11 avril, voilà. L'entrée est gratuite. 15h à 19h, et voilà. Et on va, de toute façon, on va remontrer. Avec grand plaisir. Donc voilà. Qu'est-ce que les francs-maçons exactement comment vous les définiriez? Alors, moi j'ai retracé. Alors d'abord, comment je vais dire ça? J'ai été confronté au pouvoir maçonnique. Moi, je suis né dans le milieu politique. Ok, je ne veux pas raconter ma vie, je suis trop jeune. Et puis ensuite, je suis devenu avocat. Et j'ai été confronté aux affaires. Et après, au Front National, vous avez un diktat maçonnique qui empêche les députés de droite de s'allier au Front National. C'est en 86, c'est officiel. Quel est ce diktat? Ils disent, voilà, c'est le cordon sanitaire, ce fameux. Oui, c'est. D'accord. Voilà, parce qu'ils appellent ça cordon sanitaire. C'est un serment. Un serment qui est prêté par des députés pour ne pas s'allier au Front National. Sinon, leur carrière est terminée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité. C'est vous dire, je suis témoin de ça. Et en plus, dans mes affaires, il s'avère que j'étais dans un procès politique où des francs-maçons, dont un, ensuite, comme il n'a pas été condamné, puisque le juge d'instruction était franc-maçon, le procureur, le ministre, et on est avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. Je ne veux pas dire les noms, je peux les dire parce que c'est ancien. Ça. Allez-y, c'est Ernu, qui est dans un scandale. Alors, il est mort. Oui, mais qui était ministre de la Défense. Oui, mais avant, il est dans un dossier où il participe à une escroquerie gigantesque. Et il n'est pas condamné. Il était franc-maçon, Ernu ? Oui, bien sûr. Donc il est de gauche, donc forcément. Voilà. Et de toute façon, quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, le Grand Orient dit « Nous sommes au pouvoir ». C'est dans Le Monde, même le torchon Le Monde publie un article du Grand Orient. Donc si vous voulez, ce pouvoir-là, moi j'ai été confronté à la réalité. Donc j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « La trahison des initiés », j'ai mis 10 ans à trouver un éditeur parce que personne n'en voulait, et le sous-titre c'est « La franc-maçonnerie du combat politique à la guerre de religion ». C'est-à-dire qu'au début, j'ai été confronté
à la mainmise sur la République. Et après, j'ai réfléchi, je ne suis pas le premier, bien entendu, et au fait que le but ultime, c'est de déchristianiser la France. Et là aussi, je vais prendre un chiffre, c'est très simple, depuis 1981. En 1981, il y avait en France 70% de la population qui était catholique, qui était baptisée. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Ça veut dire qu'en 40-45 ans, les catholiques sont devenus hyper minoritaires. Et tout ce qui se passe aujourd'hui a des causes maçonniques, sont des choix maçonniques. L'immigration, c'est maçonnique. Okay, ça date de 1930. En 1930, l'islamisation de l'Europe, elle est prévue. Donc, si vous voulez, ça remonte à très très loin. Voilà. Et alors, ils ne sont pas omnipotents, heureusement. Et ils ont des obédiences. Vous savez qu'ils ont des organisations qui s'appellent des obédiences, qui se disputent pour les places. Mais ils sont rassemblés par une même religion, qui est la gnose. La gnose, c'est la connaissance réservée aux initiés. Et la gnose, un grand initié a écrit, parce que je cite évidemment les grands initiés, il a dit, on arrive à la gnose, l'initiation maçonnique vous permet d'arriver à la gnose par une illumination. Et je vais commencer par cette illustration de l'inversion du vocabulaire. C'est que le premier baptême s'appelle illumination. C'est une illumination. Mais aussitôt, vous avez la première secte, donc gnostique, fondée par Simon le magicien. Magicien, magie omniprésente dans les médias. Okay. Cette secte s'appelle la secte des Illuminés. Et vous avez la révolution que j'ai appelée la révolution des Illuminés, de secte en secte, de siècle en siècle, ce sont les mêmes doctrines, et ces doctrines sont antichrétiennes depuis l'origine. Pour qui travaillent-ils tous ces gens ? Alors, il y a un maître, c'est le diable. Appelons les choses le grand architecte de l'univers, que certains alors il y a des francs-maçons chrétiens, alors que l'Église. Mais ça, il paraît que c'est bidon. Serge Abad Gallardo tout à fait. M'a dit voilà, ça c'est bidon, il faut pas y croire. Bah oui, mais moi on me l'oppose depuis 50 ans, donc si vous voulez, on oppose toujours les mêmes arguments. Les vieux mensonges marchent depuis 300 ans maintenant. Donc la franc-maçonnerie sous sa forme actuelle, elle est créée en 1717. Elle est créée par des protestants et elle est créée par des Rose-Croix. Alors, je veux parler aussi des Rose-Croix parce que là, il y a des incidents. Je suis content que vous disiez que c'est des protestants, parce que moi, c'est un peu ma lubie, enfin, d'après certains auditeurs, où je leur parle beaucoup de protestantisme comme étant une religion d'hérétiques, ce qui est vrai. Et certains me disent, oh, quand même, tu vas loin. Mais c'est une réalité, on peut dire les choses. Alors, après, si vous voulez, il peut y avoir. Il y a une formule, je ne veux pas dire, ça fait rien, le diable porte pierre. Alors, c'est pas diabolique le protestantisme, mais enfin, c'est quand même, ça a eu des conséquences. 1520, c'est une date catastrophique. C'est-à-dire, c'est la rupture de l'Europe. La rupture, et le Saint-Empire romain germanique, qui défendait le catholicisme, et en 50 ans, il est coupé en deux. Donc, religieusement. Et c'est pire que le schisme de l'Empire romain Occident et d'Orient. Ah bah oui, parce que là, en plus, alors, je rétablis évidemment l'histoire aussi là-dessus, c'est qu'en fait, l'Empire romain, il continue en Orient, jusqu'à une autre date, qui précède d'ailleurs de peu la Réforme, qui est catastrophique, c'est la chute de Constantinople. Et si vous ouvrez des livres d'histoire pour les écoliers, vous avez marqué la prise de Constantinople. Ça veut dire de quel côté il se place. Voilà. Et tout ça derrière, alors, la franc-maçonnerie, elle n'est que depuis 1717. Et dès 1738, alors il y a des petites bagarres au départ, évidemment, c'est super simple, la papauté a condamné la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont excommuniés de facto. Ils le sont toujours ? Ils le sont toujours, contrairement à ce qui est dit. Alors il y a eu un texte pas trop clair en 1983, mais ça n'a pas levé l'excommunication. Et elle a été répétée siècle après siècle. Alors à chaque fois, c'est les mêmes mensonges. On me dit, ah oui, mais en 1738, ce sont des causes politiques. C'est un peu vrai. Il y a un retournement de la loge de Rome qui était tenue par ce qu'on appelle les Jacobites, qui étaient les partisans des Stuarts. Et elle tombe entre les mains des Hanovriens. Donc les Hanovriens vont couper la tête des Jacobites, mais ils se coupent la tête entre francs-maçons, bien entendu. Et ensuite, c'est réitéré à partir de 51, etc. Et vous avez un texte fondamental qui est de la fin du 19e, c'est Léon XIII, qui est un immense pape. Alors, voilà. Dites-le, allez-y. Oui, qui condamne la franc-maçonnerie. Et dans la même encyclique, il condamne le naturalisme
et le socialisme. C'est-à-dire qu'il assimile tout. Et il a raison. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie est derrière le naturalisme, ça veut dire en philosophie une négation du surnaturel. Donc si on est naturaliste, on nie le surnaturel. Et le socialisme est une application politique de la guerre de religion maçonnique. Et les francs-maçons ont été derrière tous les socialismes. Et quand je dis tous les socialismes, ça en inclut un qui est aujourd'hui exclu du mondialisme, mais qui s'est appelé national-socialisme. Donc, si vous voulez, il faut aussi rétablir la véritable histoire. N'oublions pas, parce que nous sommes ici victimes, les Français ont été victimes des mensonges médiatiques. Les Français ont été victimes de la guerre culturelle, de la pseudo-extrême droite. D'ailleurs, j'emploie pas la bonne expression. C'est pas extrême droite qu'il faut dire, c'est extrême droite. Ah oui. C'est à peu près ça. Bon, voilà. Moi, tous mes amis de mon âge, pas tous heureusement, mais une grande partie, et je ne les vois plus, ils ont tous voté Macron. Bon. Alors, vous avez parlé de Léon XIII, mais c'est important de revenir à lui, parce que Léon XIII avait prédit quelque chose. Il avait une vision pour dans 100 ans. Où il disait que il y avait une forme de retour du diable pour le XXIe siècle. Absolument. Et absolument. Et on a vu la Révolution donc est anti-chrétienne, donc c'est la fin de la civilisation chrétienne. Si vous voulez, le critère de l'histoire n'est pas la Révolution, contrairement à ce que aussi est enseigné dans les écoles. C'est ce que je dis dans ce livre là qui s'appelle pour une révision totale de l'histoire, pardon, mais je montre aussi mes livres. Ce n'est pas la Révolution, mais la Révolution est une bascule historique. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'autre livre, mais c'est pas la question, parce que c'est dedans, c'est pareil. Cette bascule, c'est la philosophie qui prend la place de la religion. C'est ce qu'on appelle le profane et le sacré. Vous avez deux grands auteurs dans la fin du XXe siècle. Vous avez René Girard, dont on va parler, et aussi Mircea Eliade, qui est un immense historien des religions, et qui est agnostique au demeurant. Donc moi je ne cite pas que je cite des grands historiens, mais pas nécessairement catholiques. Hein. Et le fait, et le profane, c'est-à-dire la philosophie, c'est l'échec philosophique, a entraîné plus de violence que le sacré, et notamment que le christianisme. Donc si vous voulez, nous vivons ce que Girard a appelé une crise sacrificielle du monde moderne, donc d'où le livre dont on va parler, peut-être. Et elle est illustrée déjà par les 600 000 morts de la Révolution et par les 200 millions de morts du XXe siècle. Donc c'est vraiment une crise. C'est la cause de la philosophie. Donc Léon XIII, en fait, il y a Léon XIII, il y a Monseigneur Gaume aussi qui a écrit sur le sacrifice. Mais la République, ils ont prévu. Elle est, faut dire les choses, antichristique. Pourquoi le Christ se sacrifie pour le monde. Oui. La République sacrifie le monde. Oui, elle sacrifie des innocents. Donc elle est antichristique. Absolument, absolument. Et on en a vu les résultats. Alors si vous voulez, moi je suis pas contre la res publica, puisque la République c'est la res publica ancienne. Oui, parce qu'il y a innombrables républiques. On pourrait avoir une république. Pourquoi pas c'est un système comme politique. Comme à Rome, à Athènes, etc. Il y a eu des républiques. Alors c'était déjà un petit peu des synarchies. Les républiques, elles n'ont jamais été vraiment démocratiques. Hein. Et la nôtre non plus, puisqu'elle est tenue par la franc-maçonnerie, et puis appelons aussi par la finance apatride. Parce qu'il n'y a pas que ce que j'appelle les forces occultes, vous avez la franc-maçonnerie et la finance apatride. Voilà. Et c'est depuis la Révolution. Il y a un aspect économique à la Révolution, l'économique a pris la place du politique. Quand vous avez un roi, c'est le politique qui domine l'économique, alors que maintenant c'est le contraire. Voilà. Nous avons des pantins de forces occultes à la tête de la République. Et ça, c'est, si vous voulez, la conséquence de la Révolution, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Donc il y a une sorte de hiérarchie occulte, et non plus une hiérarchie comme il y avait une aristocratie. Quel est le but final de cette République ? C'est le mondialisme. Alors ça, de toute façon, ça a été... Alors, c'est une république mondiale. C'est-à-dire, les concepteurs même de la Révolution... alors je pense à Sieyès notamment, qui est un franc-maçon, des 9 sœurs. Alors, à la Révolution, c'est
les 9 sœurs, c'est là où sont réunis les plus intelligents. La BCS qui était aux côtés de Napoléon pendant le 18 Brumaire. Napoléon lui a fait des misères. Alors, après. Mais d'abord, il a eu Napoléon qui est un franc-maçon révolutionnaire. Alors là aussi, par exemple, alors c'est le grand truc, on a détruit les preuves, après ils ont détruit les preuves, parce que Napoléon, il a voulu les mettre à sa botte. Alors ça sera dans un futur livre qui doit sortir très prochainement. Voilà. Mais mais il conçoit un nationalisme, et ce nationalisme, il a d'abord pour but, pour lui la nation est réduite au tiers-état, donc déjà on va sacrifier la noblesse et le clergé, et le clergé et la noblesse, ce sont des êtres humains, donc c'est déjà un sacrifice d'êtres humains, hein. Et en plus, le but c'est d'arriver à la République mondiale, et cette République, elle est appelée par un imposteur, mais il y a beaucoup d'imposteurs, qui s'appelle le chevalier de Ramsay, qui n'est pas chevalier, mais qui vient d'Angleterre, et qui apporte en France un rite qu'on appelle le rite écossais, qui n'est pas écossais, évidemment, mais qui est là pour duper les catholiques et les nobles, et les nobles vont être victimes de la Révolution, et Ramsay appelle à deux choses, il appelle à une république mondiale. Donc depuis 1700, c'est 35-36 le discours. Heureusement d'ailleurs le cardinal de Fleury a mis fin au complot de l'époque, mais il n'a pas pu le frapper assez haut parce qu'il y avait déjà des francs-maçons infiltrés à la cour, et protégé par une femme d'une nuisance énorme qui a été Madame de Pompadour. Hein. Alors je rétablis tout ça, c'est encore un autre livre. Vous imaginez le siècle des ténèbres. Vous imaginez qu'aujourd'hui le président de la République, qui est à l'Élysée, est dans le palais de la Pompadour. Voilà. Vous le saviez ça? Non. C'est le palais de la Pompadour. On en apprend tout le temps. Voilà, on en apprend tout le temps. Alors voilà, si vous voulez, tout ça est d'actualité. L'actualité, puisque vous parlez du président de la République, on va en parler aussi. Allez-y. Hein. C'est que j'ai appris récemment que lors du décès d'un philosophe épouvantable, qui est Habermas, qui est la deuxième génération de l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est dans les années 30, c'est eux qui ont créé le gauchisme. C'est toute la mise en place du gauchisme. Avec la première génération, le principal c'est Marcuse, il n'est pas le seul, voilà. Et il y a Reich, etc., il y en a d'autres. Et si vous voulez, la deuxième génération, c'est Habermas, qui est mort, qui avait à peu près 97 ou 98 ans. Et j'ai appris que en 2017, M. Macron était allé rendre visite à M. Habermas avant l'élection présidentielle, et que M. Habermas a adoubé M. Macron comme président de la République. Donc on sait déjà que M. Attali fait partie des promoteurs, voilà, plus d'éloges évidemment. Et moi j'ai appris que... Et qui est M. Habermas? Donc deuxième génération de l'école de Francfort. Dans l'école de Francfort, vous avez le fameux Marcuse. Et Marcuse a constaté que la révolution communiste avait échoué. Donc c'est devenu gauchiste. Le gauchisme, c'est la roue de secours du communisme. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Mai 68 et la destruction de la France. C'est pas sur Mai 68, mais c'est sur le gauchisme. C'est là-dedans que j'analyse l'école de Francfort. Et que malheureusement, le prolétariat français, notamment en Europe en tout cas, s'est embourgeoisé. Donc il ne fait plus la révolution. Donc il va falloir trouver de nouveaux révolutionnaires. Et il programme des révolutionnaires potentiels. Ça va être les détenus, ça va être les homosexuels, ça va être les étudiants, ça c'est plus facile, ça aboutit à mai 68, hein, c'est ça d'abord, et ceux qu'il appelle des révolutionnaires nés. Qui sont les révolutionnaires nés? C'est pas de leur faute à eux, hein, ce sont les immigrés. Donc les immigrés sont programmés par Marcuse pour remplacer les prolétaires embourgeoisés en France et pour détruire notre nation et l'Europe. C'est très clair, c'est écrit, c'est le but. Et pendant la guerre froide, les communistes ont aidé l'immigration, le début de l'immigration, à pousser à l'immigration en Europe, pas chez eux. Hein. Donc la Russie, en fait, a été préservée hein, comme civilisation hein, sur ce plan-là. Et M. Macron donc, applique ce plan. Donc, si vous voulez, il ne faut pas s'étonner s'il y a peut-être 5 millions, je ne sais pas, on ne sait pas combien il y a d'immigrés qui sont rentrés là, depuis qu'il est au pouvoir. 500 000 par an. 500 000 par an, donc en disant... 4 millions 500 000. Voilà, et c'est volontaire. Donc en fait, M. Macron est d'extrême gauche.
Parce que M. Habermas est d'extrême gauche. Et moi, je veux dire, il est pire que d'extrême gauche, M. Macron. Voilà. Il est un suppôt de Satan, voilà, utilisons ces mots. Alors la grande question de savoir, c'est... Alors, vous avez donc le problème des Rose-Croix. Voilà, vous avez le problème des Rose-Croix. Parce qu'il y a des vrais Rose-Croix, des faux Rose-Croix. Alors, qu'est-ce que Rose-Croix pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas? Alors, d'abord, les francs-maçons vous disent qu'il n'existe pas. Bon, alors déjà... j'ai fait évidemment analyser dans un de mes livres les manifestes Rose-Croix, c'est-à-dire ils existent depuis très longtemps, mais il y a des pré-Rose-Croix, voilà. Et au début du XVIIe, 1614-1617, il publie 3 livres. Et dans ce livre, il donne des programmes, voilà, dont la destruction de l'Église, soyons extrêmement clairs. Et dans la légende des Rose-Croix, ils tiennent leur lumière de Lucifer. Donc c'est vraiment une secte diabolique. Et les Rose-Croix du XVIIe, alors, ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir, et ils sont un peu à l'origine ah ben oui, c'est même le siècle des Rose-Croix, merci, c'est tous les livres. Ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir, mais ils sont battus par l'empereur à la Montagne Blanche, et à ce moment-là, ils deviennent invisibles. Ils se créent invisibles, ils créent des sociétés secrètes invisibles, à laquelle que connaissent très très bien Descartes et d'autres philosophes, dont Hobbes en Angleterre, bon. Ils vont être acceptés, ce qu'on appelle acceptés dans les loges opératives. À l'époque, les loges sont opératives, et ils sont acceptés. Bon, les loges sont plus très actives depuis la Renaissance et la Réforme. À cause de la Réforme, on ne construit plus de cathédrales d'ailleurs, et ils vont faire muter la franc-maçonnerie d'opérative en spéculative. Et à ce moment-là, vous avez dans la franc-maçonnerie des grades, dans le fameux rite écossais par exemple, le 18e, qui est Prince Rose-Croix. Et vous avez aujourd'hui des organisations Rose-Croix. Elles existent encore. Elles existent, mais alors elles ne descendent pas directement de la secte créée par Andrea et par d'autres, Arndt, au XVIIe siècle. Et puis vous avez une deuxième secte qui se crée en Pologne, qui s'appelle les Rose-Croix d'or, qui se crée alors ils sont en bisbille les uns contre les autres, mais par exemple dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est aussi ce qui m'intéresse, Leibniz fait partie des Rose-Croix d'or. Est-ce que les étudiants en philosophie le savent? Est-ce que vous pouvez comprendre la philosophie de Leibniz sans parce que c'est le faux écuménisme, Leibniz. Est-ce que vous pouvez le comprendre sans comprendre qu'il est Rose-Croix? Non. Donc si vous voulez, l'enseignement est entièrement mensonger. Vous savez, Charles Pascal, moi j'ai eu mon bac, mais en candidat libre. Est-ce que vous savez pourquoi? Et j'ai eu une mention en plus. Parce que je n'ai pas fait de terminale. Je n'ai pas fait de terminale. Hein. Je ne voulais pas aller en terminale. Parce que je n'ai pas fait de philosophie. Juste pour ça en fait. Et d'ailleurs j'ai eu une mauvaise note en philosophie au bac. Parce que la philosophie c'est en terminale. Absolument. Voilà, donc je n'ai pas fait de terminale. Et je m'en porte beaucoup mieux. On porte très bien d'ailleurs. Donc voilà. Je dis alors, parce que la République, c'est la philosophie en terminale. Absolument. Voilà. Et si vous voulez, moi je n'ai pas fait d'agrégation de philosophie, parce que c'était plutôt ma vocation, parce que comme j'étais anticartésien, je précise au nom de la raison, parce que c'est pareil, la raison elle a été offerte par le Christ, hein, reparlons du Christ quand même, qui donne, si vous voulez, le christianisme donne son sens à la quête des Grecs. Donc j'ai aussi évidemment écrit là-dessus, mais le christianisme sanctifie la philosophie grecque, l'amène vers le salut, en donnant un fondement métaphysique. Donc justement, en disant qu'on sort du naturalisme, et on prend en considération le surnaturel. Donc nous avons, nous, êtres humains, une intelligence humaine, mais on ne peut pas tout savoir. Nous avons une intelligence supérieure qui est celle du Créateur, qui est celle de Dieu, et le Christ, et je pose simplement l'hypothèse, imaginons que le Christ soit le Fils de Dieu, ce que je crois évidemment, et je ne crois pas ça comme ça à partir des nuages, mais en réflexion de toute façon, il le dit lui-même, par rapport, bien sûr, à l'échec moderne. C'est-à-dire que, puisque la philosophie qui a nié le Christ aboutit à la crise sacrificielle du monde moderne, c'est-à-dire à des millions de morts, c'est qu'il doit y avoir une erreur, c'est que la vérité, elle doit se trouver dans la philosophie chrétienne qu'on appelle la scolastique, et la scolastique, elle a appliqué la parole du Christ, elle a sanctifié la philosophie grecque en éliminant ce qu'on devait éliminer et en gardant ce qu'on pouvait garder, y compris dans Aristote. Il y a aussi à éliminer dans Aristote. Alors ce que j'écris, ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'on me dit « Ah, vous n'êtes pas aristotélicien ». Non, je ne suis pas aristotélicien, je suis thomiste. Et je ne suis pas platonicien, je suis augustinien. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut retenir dans l'Antiquité des choses, mais pas tout.
Voilà. Et vous avez une sacrée différence entre Augustin et Aristote. À M. Macron, parce que c'est la même chose. Allez-y. Il fait son discours devant une pyramide. Est-ce que les gens voient clair? La pyramide, c'est l'Égypte. J'ai eu un théologien qui a écrit un livre en disant que voilà, Macron est l'antéchrist. Alors, est-ce que il a utilisé les évangiles, bon, bien sûr, l'Apocalypse, etc. Bon, peut-être qu'il va un peu loin. Oui. Malgré tout, c'est pas inintéressant parce qu'il a quand même Macron. Des liens, mais en tout cas, il a des choses en lui qui sont antichristiques. Absolument. Et si vous voulez, il est, alors je vais employer le mot, rosicrucien. Alors je ne vais pas dire Rose-Croix, parce qu'on va me dire il n'est pas dans une organisation Rose-Croix. C'est possible, je ne sais pas. Moi, j'ai donné comme francs-maçons ceux qui étaient francs-maçons, et j'ai dit peut-être qu'il y en a certains qui sont Rose-Croix. Alors les francs-maçons, ils peuvent dire qu'ils sont francs-maçons. Un Rose-Croix ne dit jamais qu'il est Rose-Croix. Donc lui, peut-être qu'il est franc-maçon, parce qu'il va quand même à la Grande Loge de France, il leur dit « Vous êtes la République ». Oui, mais ça, d'ailleurs, rappelez-vous, en 2025. Récemment, l'un des chroniqueurs favoris des Français, qui est un ancien grand maître des francs-maçons, a bien redit à la télévision que la franc-maçonnerie est l'église, entre guillemets, de la République. Chroniqueur ? Eh ben, c'est un ancien grand maître. Barouin. C'est pas Barouin, Barouin, il est mort. C'est Boer. Excusez-moi, voilà, tiens, le lapsus. Le père Barouin est mort, oui. Mais le fils doit être franc-maçon. Je ne sais pas. Moi, je donne ceux d'avant. Hein. Ceux d'aujourd'hui, je ne vais pas me risquer. Et puis, il faut des preuves. Donc, je n'ai pas de preuves. Mais si vous voulez, dans l'acte, oui. Dans l'agir, oui. Alors, Macron n'est pas l'antéchrist au sens propre, parce que ce n'est pas dans la description, mais il est un serviteur du diable. Il va laisser le pire bilan de France. Bien sûr, mais paraît-il que l'antéchrist a une sexualité trouble, parce que un peu Macron quand même, et il a des caractéristiques. Et moi non plus, moi j'étais comme vous, un peu dubitatif, et puis en faisant les émissions, en lisant le livre et tout, en tout cas, je le suis un peu moins. Il sait ce qu'il fait. Oui, voilà. Je pense qu'il sait. Autant les électeurs sont trompés, mais lui, il sait ce qu'il fait. Et il va laisser un bilan qui est absolument catastrophique. Hein, c'est le pire de tous. Oui, mais le bilan. Le bilan pour les gens qui l'ont placé est excellentissime. Ah bah c'est ce qu'il voulait. C'est la destruction de la France. Et c'est la suite de mai 68. Donc si vous voulez, et il a eu quand même un ou une, je ne sais pas, ministre woke. Donc on est vraiment là. Il n'est pas que ça. On vient un peu à Montchirard parce qu'il y a un lien. Il nous reste une heure. Ça va très bien. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez, l'incendie de Notre-Dame. Oui. C'est pas n'importe quel présage. Excusez-moi, Notre-Dame a survécu aux Allemands, aux Anglais, à tout le monde. On peut y voir un signe. Hein. Nous ne méritons plus d'être liés au ciel. Alors là aussi, toujours les mensonges de l'histoire, on les appelle gothiques. Mais en fait, ce sont les cathédrales françaises, hein, ce sont des cisterciens et des Français qui les ont construites dans toute l'Europe. Et l'Europe est ancrée au ciel par les flèches des cathédrales. Et il est tout à fait symptomatique que Paris, qui est la ville des Lumières, c'est-à-dire la ville des ténèbres, dans le langage inversé, la cathédrale a brûlé. Donc on ne peut pas à la fois assister à la reconstruction de la cathédrale et aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, parce que là aussi, j'ai été confronté à ce pouvoir maçonnique, parce que j'avais des clients chanteurs, des clients sportifs de haut niveau rentrer dans les loges maçonniques pour continuer leur carrière à la télévision, appelons les choses par leur nom. Donc il y a des chanteurs francs-maçons, hein, il y a des sportifs, parce que les sportifs ont beaucoup de pouvoir pour faire voter. Voilà. Il y en a qui sont des idiots utiles, mais il y en a d'autres qui gagnent de l'argent. Et tout ça, ça a été mis en place. Et tout ça, c'est maçonnique aussi. Donc c'est vraiment catastrophique, hein, la situation. Est-ce que 2026 est un basculement vers quelque chose ? Moi, je suis pas prophète. Hein. J'analyse. Tout ce que je veux dire, c'est tout ce que j'ai dit est arrivé. Et je dis un certain nombre de choses dans mes autres livres. On verra si ça arrive ou pas. Ça sera peut-être quand je ne serai plus là. Mais il faut en tout cas lutter contre. C'est que nous, catholiques particulièrement, nous devons faire comprendre aux autres Français la menace qui pèse sur eux. Ça, c'est fondamental. La grande faille du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui, c'est d'oublier la dimension religieuse du combat politique.
politique... Oui, mais le Rassemblement national, entre tous les politiciens qui préfèrent les garçons et leur laïcisme, etc., moi je ne crois pas que le Rassemblement national soit derrière les catholiques et la France éternelle. Ah bah ils ne le sont pas, mais ils devraient se placer. S'ils veulent remplir une mission historique, la seule mission historique possible, c'est de rendre le catholicisme à la France. Il faut, alors là, c'est évidemment dans mes livres, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je suis évidemment un adversaire des droits de l'homme, au nom de la liberté et de l'égalité. Égalité devant Dieu, pas l'égalité dans la nature. Voilà, des notions, des valeurs chrétiennes qui ont été retournées en leur contraire par les philosophes. Et la preuve qu'il n'y a pas d'égalité, c'est que ceux qui n'étaient pas pour la Révolution se sont fait couper la tête. Pareil pour la liberté. Voilà. Les ennemis de la liberté n'ont pas le droit à la liberté. Et M. Macron, la République d'aujourd'hui est une République des Lumières, c'est la République des ténèbres. Et plusieurs fois, M. Macron a fait référence aux Lumières, à Voltaire. Bon, Voltaire, alors il correspond, adepte du diable, Rose-Croix ou pas, on ne sait pas. Mais quand il écrit un Prussien, un philosophe, j'ai oublié le nom, qui est en Prusse, et quand il écrit même à d'Alembert, donc à l'encyclopédiste, il s'écrit frère en Belzébuth. Bon. Et c'est pas rien. Et il s'est écrit Voltaire. Oui, frère en Belzébuth, c'est dans son courrier. Il s'écrit frère en Belzébuth. Voltaire était franc-maçon. Oui. Souvenez-vous du serment que nous nous sommes donné dans le caveau de Lucifer. Donc c'est écrit. Moi, c'est les mots de Voltaire. C'est des mots, c'est dans la correspondance de Voltaire. Et il est initié à la loge aux 9 sœurs en 78, avant de mourir, et on ne lui met pas le bandeau. On ne lui met pas le bandeau, c'est parce qu'il avait reçu la lumière avant, probablement en Angleterre. Donc c'est toujours les tissus de mensonges qui sont les uns sur les autres. Hein, voilà. Donc, et Voltaire s'était fait construire un caveau en forme de pyramide. On est dans la même logique. La pyramide, vous l'avez partout. Hein. Voilà des symboles qui sont d'actualité. Donc on n'est pas dans le discours intellectuel, on est dans la réalité. Voilà. Et il faut donc que la France, si elle veut survivre, redevienne catholique, que la religion d'État soit le catholicisme. Donc il faut abolir les droits de l'homme. Alors je sais, c'est pas encore d'actualité. Il faut surtout abolir la République laïque. Il faut déjà qu'on comprenne. Voilà. Ça aussi déjà. Il faudrait que la République soit libérée de la franc-maçonnerie déjà et de la finance. Mais c'est pas demain, donc il faut que le régime tombe dans son ensemble. Ça, je suis pas prophète. On verra les événements. Mais voilà. Et il faut, en tout cas, ce dont je veux parler et dire, c'est qu'il faut lutter. Nous, en tant que catholiques, on ne doit pas baisser les bras, on doit comprendre. Donc mon œuvre, je vais appeler mon œuvre, tant pis, mais j'ai quand même 15 livres, ça fait 30 ans que mes livres sont publiés maintenant. Ils sont publiés, ça veut dire que le public peut les connaître. Alors moi j'ai travaillé j'ai lu tout Eliade, j'ai lu tout Girard, j'ai travaillé avec un crayon à la main, j'ai pris des notes, d'autres philosophes qui ont accompagné mon parcours philosophique, dont un qui n'était pas non plus catholique du tout, qui s'appelait Kaiserling, mais qui avait en 1920 prévu le retour au primitif, que nous sommes en train de vivre. Donc dans les temps primitifs, on revient toujours au sacrificiel, des clans par exemple se réconciliaient sur une victime innocente, on appellera dans la Bible un bouc émissaire. Et dans les banlieues, là, il y a 1 an ou 2, il y a 2 clans de trafiquants de drogue qui se réconciliaient sur le cadavre d'une jeune policière. C'est un sacrifice humain. C'est une forme de retour du sacrificiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va revenir au paganisme ? Ça veut dire que nous sommes devant des violences sacrificielles. Et nous y serons probablement lors des élections présidentielles, peut-être avant. Des peuples plus primitifs, aux mœurs plus primitives, recréent obligatoirement des violences sacrificielles. Ça veut dire quoi ? C'est de l'anthropologie. Est-ce que ça veut dire qu'on est au bout de quelque chose, là ? On est au bout d'une civilisation chrétienne, en tout cas, à moins qu'elle renaisse. Mais on est au bout d'une forme de société. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre la liberté et nous sommes dans le retour à une violence. Nous allons revivre une nouvelle terreur. N'oublions pas la terreur maçonnique, ce sont des francs-maçons. Alors évidemment, grande habileté, les loges ferment. Mais les francs-maçons vont dans des clubs. Ils créent des clubs et ils agissent dans les clubs. Et dès que la terreur est terminée, il y a des loges qui rouvrent. Évidemment, les ruses, on les connaît depuis très longtemps. Et maintenant, il y en a qui vous diront aussi, mais
Il y en a des réguliers, il y en a des pas réguliers. Alors nous, ils sont pas réguliers, c'est du baratin. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils ont tous la même religion, j'insiste, gnose, naturaliste. Et ils ont un maître, c'est le diable. Le grand architecte de l'univers, c'est le singe de Dieu. Il fait croire aux naïfs qu'il est Dieu. C'est qu'un déiste, d'ailleurs, c'est pas le Dieu des francs-maçons est déiste, Newton. Donc Newton, Rose-Croix ou Rosicrucien. Et ce Dieu, c'est comme il fait croire qu'il est Dieu, c'est le singe de Dieu, c'est le diable. Voilà. Donc nous en sommes là. Un mot encore, tant pis, vous me coupez quand vous voulez, mais sur un exemple encore très simple. Et après, j'arrêterai sur ce sujet-là. Mitterrand, parce que lui, là, je peux parler de Mitterrand, parce que c'est ancien. Allez-y. Quand il est élu, qu'est-ce qu'il fait ? Pas au Panthéon. Il n'est pas franc-maçon. Il y en a qui le disent, moi j'ai dit non, parce qu'il n'est pas reconnu, moi je ne donne comme franc-maçon que ceux qui le sont. D'accord. Mais quand il est reconnu officiellement, moi je cite les dictionnaires maçonniques dans mon livre, c'est pas de l'invention, dans mes livres. Quand il est, qu'on appelle la FGDG, la Fédération de Gauche, etc., il y a une vingtaine de membres, il y a, je crois, c'est 18 sur 24 qui sont francs-maçons. Donc c'est comme à la Révolution. À la Révolution, ils ne sont pas tous francs-maçons. Mais enfin, c'est les 2/3, donc c'est beaucoup. Hein, voilà. Et puis les autres, c'est ce qu'on appelle des sans-tabliers. Et quand Mitterrand est élu, alors le Grand Orient dit c'est nous qui sommes élus, c'est notre programme, etc. Très bien. Il est élu par la franc-maçonnerie, évidemment. Contre Giscard, dont je vais dire du mal aussi si j'ai le temps. Parce que c'est d'actualité. Mais d'abord, finir sur Mitterrand. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une rose et il va la porter au Panthéon. Panthéon, c'est le cimetière des héros maçonniques. Hein. Voltaire, Rousseau sont les premiers au Panthéon. Il faut rappeler que Panthéon, c'était une église Sainte-Geneviève. Absolument. Donc, si vous voulez, et qu'est-ce que c'est que la rose ? C'est la rose du Parti socialiste, mais c'est la rose ésotérique des Rose-Croix. Et dans son enterrement, il y a une arche, il y a tout un cérémonial à l'enterrement de Mitterrand qui montre qu'il était, alors je vais dire, rosicrucien. Donc, et Macron est dans la filiation. Ce sont des socialistes anti-chrétiens. Mitterrand, c'est une sorte de vengeance personnelle, hein, puisqu'il était né dans un milieu bourgeois. Il y a toutes des possibilités, des problèmes psychologiques. Donc je pense aussi qu'il y a une sorte de psychopathie du président actuel. Hein, c'est pas le premier. Hein. Un Robespierre, il était psychopathe aussi. Hein, il y en a eu des dangereux, des psychopathes. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, on est tout à fait dans l'actualité. Et il faut lutter. Et pourquoi il faut lutter ? Et y compris nous, les intellectuels. C'est que je reviens à mon Girard, là, vous allez leur présenter ce livre-là. Parce que René Girard, donc, est le plus grand pour moi. Alors, je ne suis pas un girardien pur sucre. Hein. J'ai fait des critiques, j'ai cité Girard depuis 40 ans dans mes livres parce que c'est un apport considérable. Donc, mon livre s'appelle « La crise sacrificielle du monde moderne », donc j'insiste, merci là-dessus. Girard ne peut pas enseigner en France. Alors, il y a des raisons personnelles. Il va enseigner aux États-Unis. Et aux États-Unis, il devient célèbre. Alors qu'en France, il est mis à l'écart. Alors, il n'est ni marxiste ni freudien, donc déjà, c'est terminé. Vous ne pouvez pas enseigner dans les universités françaises. Et, ou alors, on a une exception, parce qu'il y a toujours une exception, évidemment, pour dire, voyez, il y en a un, ou à l'académie, voilà. Et il va enseigner aux États-Unis. Et il est connu, traduit dans 20 langues, et quand il est presque mort, ils ont été obligés de le mettre à l'Académie française, parce qu'il est célèbre dans le monde entier. Mais on n'a pas beaucoup parlé de lui. Et en 2024, c'était le centenaire de sa naissance, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Et en fait, il a eu un effet extraordinaire, c'est que ses œuvres sont donc célèbres aux États-Unis, et la prise de conscience chrétienne des États-Unis, parce que même si c'est un pays protestant, même si la franc-maçonnerie y est aussi, la finance ou d'autres lobbies, c'est quand même l'élection là de M. Trump est une réaction chrétienne. Hein. C'est une sorte de vision anticipée de ce qui allait se passer avec le mondialisme. Il y a un sursaut. Hein. Ce sont des sectes, sectes qui ont voté, mais quand même. Et justement, Girard aurait, parce que j'ai pas eu la confirmation, mais on me l'a dit, converti l'œuvre, non pas Trump, mais Vance. Voilà, Trump a un vice-président, qui est un jeune vice-président, qui est catholique aujourd'hui, qui s'est converti après avoir lu l'œuvre de René Girard, entre autres. Et je ne sais pas tout de la vie du vice-président Vance. Et donc Trump, qui est d'un certain âge, aura peut-être pour héritier un président catholique, ce qui est extraordinaire. Alors il y en a eu un, il y a eu Kennedy. Oui, mais enfin Kennedy...
Voilà, ça a été une catastrophe. Puis il a mal fini. Oui, ça, alors là, voilà. Il y a beaucoup de raisons, notamment les affaires mafieuses, évidemment. Hein. Mais Kennedy, il a mis un programme gauchiste. Hein. Comment ça s'appelle comment il appelait ça c'est pas une préférence immigrée dans les universités, il y a un mot. Qui maintenant, pour Sciences Po, c'est pareil en France. La discrimination positive. Ouais, exactement. Voilà. Donc ça, c'est Kennedy. C'est Kennedy, bah oui. Et vous avez à la même époque, parce qu'on va dire encore du mal, parce qu'on est dans une situation... Alors, Trump, moi je dis, Trump, il prend une décision quand il arrive au pouvoir, il bloque ce qu'on appelle l'USAID, c'est-à-dire il bloque les milliards des organisations gauchistes. Nous, en France, il y a au moins 4 milliards, comme vous le savez, ou plus, hein, qui vont aux télévisions gauchistes et aux journaux. C'est comme si on bloquait le pognon, pardon du terme. Pourquoi tous nos médias sont anti-Trump ? Parce que les anti-français qui sont en France, dans les médias, touchaient de l'argent de l'USAID, dans le monde entier. Holly Walk a été anti-Trump parce qu'il a bloqué le modèle Trump. Alors moi, je dis bravo, monsieur Trump. En tout cas, sur ça. Sur ça. Et je dis, rien que pour ça, monsieur Trump est un grand président. Et je vais même leur dire à eux, Mr. Trump is a great president. Voilà, s'il nous regarde. S'il nous regarde, il va nous entendre. Alors, pas pour la guerre, hein, on est d'accord. Mais pour cette décision-là. Et je dirais même c'est peut-être même un des plus grands présidents des États-Unis. Surtout si son successeur est catholique. Perhaps he's one of the greatest presidents of the United States. J'espère qu'ils écouteront. Bon, on va faire le short. On va shorter ça et on va l'envoyer aux États-Unis. On va leur dire help us, aidez-nous, envoyez-nous de l'argent pour qu'on ait des maisons d'édition qui vivent et des librairies qui vendent nos livres. Parce que c'est ça aussi qui compte. Il faut que les catholiques lisent et qu'ils se documentent. C'est vrai. Et pas que moi. Hein. C'est pas assez, c'est pour ça aussi que les amis d'Alain Pascal, j'invite des historiens, etc.